Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Les négociations en début de semaine entre le gouvernement et le collectif guyanais, ces négociations ont échoué. La pierre d'achoppement, c'est sur le volume financier d'aide consentie par l'État. Et puis, dans ces conditions de volume financier d'aide moins importante que ce qui a été demandé par les Guyanais, se pose peut-être une autre question, une question en tout cas que se posent les Français. Est-ce que notre État français, est-ce que la France a encore les moyens d'entretenir des territoires ultramarins ? Vous comprenez cette interrogation de certains Français qui se posent cette question ? Je crois que ces territoires qui font intégralement partie de la France, de notre patrimoine, qui conditionnent un espace maritime qui est le premier ou le deuxième du monde, ça dépend des modes de calcul, c'est un gage considérable pour notre avenir. Et par conséquent, ça doit être maintenu. Alors en ce qui concerne l'aspect financier, le conflit persiste parce que le gouvernement a proposé 1 milliard, les grévistes veulent 2,5 milliards. Si le gouvernement avait proposé 2,5 milliards, je pense qu'ils auraient demandé 5 milliards. Ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce que personne ne dit, ou très peu, Marine Le Pen l'a dit, que ce territoire est victime de l'immigration, de l'insécurité, de l'immigration venant du Suriname, venant du Brésil, qui est une immigration massive. Je crois que la population guyanaise, qui était en 1990 de 100 000 habitants, est aujourd'hui de 260 000 habitants. Et le chiffre ne cesse d'augmenter. Et de l'insécurité. Le taux d'homicide est, je crois, 13 fois supérieur à ce qu'il est en métropole, où pourtant on ne peut pas dire que nous soyons dans une totale sécurité. Alors, ces territoires souffrent de la déshérence de la République, de la perte de l'autorité de l'État, de l'absence de contrôle de nos frontières, de l'absence de contrôle de la présence étrangère sur notre sol, et par conséquent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La déliquescence de l'État a les mêmes résultats partout, peut-être des résultats accélérés outre-mer. J'ajoute quand même que dans cette affaire, il y a une personne dont le silence a été absolument assourdissant, avant qu'on entende la pauvre ministre de l'Outre-mer. Madame Erika Barretts. Oui, Madame Erika Barretts présenter des excuses, je veux dire, extravagant qu'il ait fallu je ne sais combien de temps à cette personne pour se rendre sur place. Flanqué quand même comme mentor du ministre de l'Intérieur, Monsieur Feckel. Moi, je crois que c'est Madame Taubira qu'on a peu entendu là-dessus. Comment Madame Taubira a été militante ? On me dit même qu'elle a été militante dans un parti indépendantiste. Si la Guyane était indépendante, je ne donne pas très longtemps avant qu'elle retrouve... Elle n'a plus de mandat politique, elle est plus responsable, Madame Taubira. Elle a été pendant 4 ans au gouvernement. Alors certes, elle était ministre de la Justice, encore que le ministère de la Justice est responsable pour la sécurité des Français, pour une part au moins de la sécurité. Elle a été ministre de la Justice. On pouvait penser qu'une personnalité de cette envergure, nous disait-on, ça pour l'emphase du discours, il n'y a pas de problème. Mais on nous disait que c'est une personnalité politique de premier plan qui siégeait au gouvernement. On pouvait penser que les intérêts de la Guyane seraient convenablement défendus. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'en est rien. Tout cela est lamentable et à l'image du reste du pays. En face du discours, c'est Emmanuel Macron à Marseille le week-end dernier qui a stigmatisé le Front National, toutes les abominations, les discours de haine, vous y reviendrez sur le Parlement européen, et François Fillon qui l'a traité de personnage hors du champ républicain à cause du soutien de sens commun à François Fillon. Alors Macron, c'est quoi ? C'est la synthèse de la République. Je crois que sens commun, c'est un courant d'inspiration catholique issu, je crois, de la Manif pour tous et qui a cru devoir, à mon avis, c'est une erreur stratégique qu'ils font, mais c'est leur droit, après tout, soutenir la candidature de François Fillon. C'est extraordinaire que ceci suffise à un candidat ancien ministre quand même, M. Macron, pour dire dans ces conditions-là, vous ne faites plus partie de la République. Vous êtes hors du champ républicain. Mais qui a mandaté ce freluquet pour décider qui est républicain ou qui ne l'est pas, ou qui est dans le champ de la République? Moi, je suis un modéré. Je suis donc un républicain modéré. Mais enfin, je dénie totalement à mes adversaires politiques, avec l'arrogance qu'ils ont à dire que nous sommes en dehors du champ républicain, où maintenant c'est M. Fillon, Odiyemihi, Krastibi, aujourd'hui c'est mon tour, demain c'est le tien. Ceci vérifie l'adage qui ne serait plus tout à fait républicain. Être républicain, c'est être mondialiste, c'est être relativiste,
c'est être individualiste, c'est n'admettre aucune valeur familiale ou morale, aucune différenciation entre les individus, les peuples, les nations, aucune défense de l'identité, alors c'est vrai que ça va faire beaucoup d'anti-républicains en France. Mais encore une fois, je crois que c'est très symptomatique de ce que Macron est un homme de gauche. C'est un homme de gauche qui, comme la plupart d'entre eux, sont sectaires et arrogants. Voilà. Vous avez eu beau jeu ces derniers mois, Bruno Gollnisch, de dénoncer les sondages qui se trompent. Vous rappelez l'existence du Brexit, alors que les sondages n'avaient pas anticipé cette victoire du oui au Brexit. Ni l'élection de Trump. J'allais vous le dire. Mais tout de même, vous ne portez pas quand même une certaine croyance dans les derniers sondages qui montrent notamment une sorte de cristallisation autour du vote de Macron, une montée en puissance de Mélenchon, un vote également en faveur de Marine Le Pen aux alentours de 25%. Vous n'y croyez pas à ces indicateurs-là ? Si, je crois que le fait que Mélenchon soit en train de distancer le candidat du Parti socialiste, Hamon, ça me paraît certain. Je ne me fonde pas exclusivement sur les sondages, mais sur mes impressions ou sur ce que j'entends autour de moi. En ce qui concerne les sondages favorables à Marine Le Pen, j'espère qu'ils seront évidemment confortés dans le résultat des urnes. Je m'interroge sur les abstentionnistes, dont il semblerait qu'ils soient très nombreux. 44% des gens déclarent pour l'instant ne pas savoir. Ils ont tort, oui. Alors le fait de ne pas savoir, ça ne veut pas dire qu'au dernier moment, ils s'abstiendront. Mais en tout cas, ceux qui voudraient contester le système en s'abstenant, je ne puis que redire ce que je dis depuis toujours, et qui est le fruit de mon expérience, qui malheureusement maintenant est importante, du monde politique. Jamais un homme politique n'a été affecté par le nombre des abstentionnistes. Les tenants du système sont ravis si les mécontents s'abstiennent. Ce que les tenants du système redoutent, c'est que les mécontents aillent voter pour leur substituer d'autres qu'eux-mêmes. Voilà. Donc, si vous êtes mécontent du système, vous croyez, passez-moi l'expression, faire un bras d'honneur, en restant chez vous, eh bien, vous vous trompez complètement. C'est très exactement ce que le système souhaite. Les observateurs notent une inflexion dans le discours de Marine Le Pen sur la question de l'Union européenne. Pendant que Marine Le Pen, notamment, voyage sur l'euro, pose sa stature internationale. Elle a rencontré M. Poutine, notamment. Oui, c'est très important. C'est très important parce que je pense que l'avenir de nos relations avec la Russie, mon arrière-grand-père a été, comme ministre des Affaires étrangères, Émile Flourens, celui qui a initié l'alliance franco-russe. C'est une alliance traditionnelle, c'est une alliance qui est conforme à nos intérêts, et je suis très heureux que, à travers Marine Le Pen, nous puissions renouer avec cette tradition. Mais est-ce qu'il y a donc un changement sur ce discours envers l'Union européenne ? On voit apparaître un discours qui semble, pour les observateurs, un peu nouveau. Vous voulez maintenant renégocier les traités et plus une sortie brute ou brutale de l'Union européenne. Oui, mais si on y prend garde, c'est toujours ce qu'a dit Marine Le Pen. Elle a dit que nous voulions renégocier les traités. Nous y aurions des alliés. Nous aurions des alliés dans d'autres pays, d'ailleurs, qui sont maintenant presque sur la même ligne que nous, ou à l'intérieur de certains pays dont les gouvernements sont europhiles, euromaniaques, il y a des oppositions quand même extrêmement puissantes qui partagent nos opinions. Par conséquent, je pense que cette renégociation est tout à fait possible. Si la renégociation échoue, si on continue à vouloir édifier ici un super État européen qui se mêle de tout et qui est totalement déconnecté des réalités, qui accable de charges, de normes, de règles, de contraintes, un espace qui l'ouvre à tous les vents du mondialisme, eh bien à ce moment-là, nous en sortirons. Mais je suis stupéfait quand j'observe les débats de voir aussi bien M. Fillon que M. Macron asséner péremptoirement à Marine Le Pen, par exemple, qu'on ne peut pas sortir de l'euro. Encore une fois, Marine Le Pen a dit que si nous ne parvenions pas à récupérer notre souveraineté, à ce moment-là, on envisagerait d'en sortir. Mais on lui dit non, on ne peut pas. C'est impossible. Ce serait la ruine.
Pourquoi? Comment? On ne sait pas. Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on a intégré un ensemble monétaire plus vaste, on ne peut pas en sortir? Mais comment ont fait les pays baltes, chacun 2 millions d'habitants, pour quitter la zone rouble? Comment a fait la Slovénie, 2 millions d'habitants, pour quitter le dinar yougoslave lors de l'effondrement de la Yougoslavie? Comment a fait la Slovaquie, 4 millions d'habitants, pour se doter de sa propre couronne quand elle s'est séparée de la Tchéquie? C'est parfaitement absurde tout ça. Ça mériterait d'ailleurs une réfutation, mais encore, pour que cette réfutation puisse utilement avoir lieu, encore faudrait-il que nos adversaires nous opposent des arguments et pas un dogme dont il serait impossible de sortir. Alors restons, si vous le voulez bien, dans le domaine européen. Vous ne faites pas mystère, Bruno Gollnisch, de votre foi catholique. Or, il y a eu une réunion, il y a quelques jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, une réunion de la commission des épiscopats de la Communauté européenne, la COMES. Au cours de cette réunion, les religieux réunis ont rappelé leur crainte de l'euroscepticisme, une profession de foi très, très pro-européenne. Ils ont demandé également qu'un meilleur accueil soit fait notamment aux réfugiés syriens et irakiens. Il y a même l'archevêque du Luxembourg, je vais vous le citer, M. Gollnisch, Jean-Claude Ulrich, qui a même indiqué qu'une victoire de Marine Le Pen, je le cite, serait catastrophique, car, dit-il, l'Europe se décomposerait, ses fondations seraient fragilisées. Fin de citation. Alors est-ce une pierre dans votre jardin, Bruno Gollnisch? Je ne sais pas, mais je suis consterné par les prises de position de ces prélats, qui me paraissent surtout intellectuellement nuls. Voilà, ils répètent. Avec un instinct grégaire extraordinaire, la doxa ici, c'est l'Europe qui a apporté 60 ans de paix, il vaut mieux être ensemble, embrassons-nous Folleville, plutôt que chacun pour soi, le repli c'est très méchant, le populisme c'est affreux, la démocratie c'est bien mais le populisme c'est affreux. Mais M. Juncker leur a apporté leur soutien pourtant. Soutien. Il est dans son rôle M. Juncker, mais je crois qu'il doit rire sous cap, parce que c'est un homme, c'est un adversaire mais qui n'est pas totalement dépourvu d'humour. Alors que moi, ce que je souhaiterais quand même, c'est que ces prélats, d'abord, ils s'occupent de leurs affaires, c'est-à-dire qu'ils s'occupent quand même de la progression, de la déchristianisation en Europe, de la progression de l'islamisation en Europe, de la progression du relativisme. Alors j'entends qu'ils nous racontent qu'il faut conserver cette Europe qui est fondée sur des valeurs communes. Ils ne savent pas quelles sont les valeurs communes sur lesquelles est fondé le Parlement européen. Les valeurs communes du Parlement européen, c'est la promotion du LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans et intersexuels. C'est la promotion de l'avortement massif, présenté comme la panacée universelle, comme un droit absolument fondamental, une conquête extraordinaire. C'est le rejet du respect de la vie, c'est la destruction des valeurs familiales, c'est la promotion systématique du relativisme que condamnait précisément le pape Benoît. Cette institution a beau avoir comme premier groupe un groupe Parti populaire européen qui s'appelle populaire, je pense par antiphrase, et ce sont essentiellement des bourgeois élus par un électorat bourgeois, et se prétendent démocrates chrétiens. Ils ne défendent en rien les valeurs chrétiennes. Ils sont constamment alliés aux socialistes pour la promotion des anti-valeurs. Alors si ici les prélats s'intéressaient un petit peu sérieusement à ce qui se passe ici, ils verraient que cette machine est dirigée directement contre tout ce que le catholicisme a enseigné, à commencer dans le domaine social et politique par le principe de subsidiarité, car ici on se mêle de tout régenter en méconnaissance totale des communautés naturelles que sont la famille, que sont la région, que sont la nation. Un peu facétieux, vous parliez de M. Juncker. M. Juncker a eu ce petit mot habile peut-être envers Donald Trump. Donald Trump parlait de l'Union européenne. M. Juncker a dit « mais si M. Trump s'occupe des affaires internes de l'Europe et notamment du Brexit, eh bien je vais faire campagne pour notamment l'indépendance de certains États, pourquoi pas l'Ohio ou le Texas ». Bruno Gollnisch, tout de même, dans cette déclaration et ces petites phrases, ces petites piques, est-ce que l'Union européenne n'est pas un rempart notamment face au terrorisme? Non, je ne crois pas. Le terrorisme transcende les frontières, se moque pas mal de l'Union européenne, bénéficie d'une certaine façon de la politique d'immigration massive qui a été favorisée, non pas imposée. Il faut rendre à chacun
ce qui lui est dû, mais qui a été favorisé par l'Union européenne, et notamment de la liberté de circulation qui existe à l'intérieur de l'espace Schengen. Voilà. Ceux qui se défendent, ça n'empêche pas les attentats ailleurs, à Saint-Pétersbourg par exemple. Vous êtes toujours à vanter les mérites de M. Poutine, l'homme fort, l'homme qui tient son pays. Ça n'a pas empêché des attentats, comme en Europe, à Londres récemment. Finalement, quelle est la solution ? Mais il n'y a pas de solution absolue, bien sûr, contre le terrorisme. Qui est du terrorisme, que le terrorisme frappe Saint-Pétersbourg comme il frappe Westminster, c'est hélas dans l'ordre des choses. La différence qu'il y a, c'est que je pense que la réaction de M. Poutine, qui avait dit naguère, passez-moi l'expression, qu'ils allaient buter les terroristes jusque dans les chiottes. Au moment de la guerre de Tchétchénie, notamment. Ce sont les termes qu'il a utilisés. Je crois que sa réaction sera plus énergique que celle de certains de nos gouvernements. Et est-ce que la réponse n'est pas culturelle ? Je note une centaine d'artistes français qui ont signé une tribune pour quand même alerter l'opinion sur le danger et le risque. Et ça vous fait rire par avance, mais tout de même, la prise de conscience sur le risque Front National, est-ce que la culture n'est pas une réponse ? Est-ce que le monde culturel n'est pas une réponse au problème de la déshérence qui mène vers le radicalisme ? Toute chose d'ailleurs qui tiendrait à prouver que vous n'avez pas réussi votre dédiabolisation. Vous faites toujours aussi peur, finalement. Je crois que c'est un homme moyennement cultivé. J'ai été universitaire, j'ai enseigné les langues et des civilisations étrangères. Je dois dire qu'en lisant cette liste, pour la plupart des noms, 9 fois sur 10, j'ignorais de qui il s'agissait, dans quel domaine ces personnes qui nous illuminent, je pense, de notre civilisation, de leur création abondante, exerçaient leur art. Donc ça me laisse complètement froid. C'est une pétition de gens de gauche, relayée par des médias de gauche. Voilà, ce n'est ni la première ni la dernière. Alors, dans cette offensive contre le Front National, contre Marine Le Pen, on l'a vu hier soir, un débat assez virulent, mais de manière plus générale, vous l'avez d'ailleurs pointé dans vos dernières interventions, il y a aussi tout un déchaînement médiatique également, on peut le dire, une sorte de collusion, ou en tout cas vous la présentez comme telle, de l'ensemble des médias contre les idées que vous défendez, contre les idées nationales. Vous pensez que cela va en s'aggravant au fur et à mesure que la campagne avance ? Oui, bien sûr, puis ça va s'aggraver surtout entre les deux tours. Si, comme les sondages le prévoient, comme nous l'espérons et comme nous y travaillons, Marine Le Pen est au deuxième tour. Oui, on commence à utiliser des procédés absolument ignobles. Je vois par exemple qu'on a mis en cause Monsieur Chatillon, Monsieur Lousteau, en raison des engagements radicaux de leur jeunesse. Ça, alors là, c'est d'avoir été communiste, d'avoir été trotskiste, d'avoir été le complice idéologique ou actif d'une idéologie qui a fait 100 millions de morts. Tout ça, c'est extrêmement bien porté. C'est extrêmement bien porté. On n'a que sympathie pour M. Poutou, qui vient gravement, qui est militant anarcho-trotskiste, qui vient gravement reprocher à Marine Le Pen de ne pas déférer aux convocations de la police bourgeoise, comme il disait autrefois. Bon, en revanche, alors attention, si vous avez, dans votre jeunesse, il y a 20 ans, vous avez eu un passé de droite, voire un passé d'extrême droite, je trouve que ces procédés sont totalement déloyaux. Et alors, si on arrive à trouver une photographie où vous levez le bras droit, alors c'est terminé. Ça, c'est un casier judiciaire qui ne s'efface point. Il importe peu que vous ayez salué l'assistance. Oui, mais M. Ruquier disait qu'il pouvait y avoir une suspicion légitime quand quelqu'un du Front National a la main ou le bras tendu. Contrairement à Mme Taubira. C'est le racisme, ça, c'est la présomption de culpabilité, ça, c'est le totalitarisme. Le totalitarisme qui s'est manifesté aussi, je dois dire, à l'égard de ce malheureux conseiller régional des Alpes-Maritimes, M. Leuillet, je crois. Moi, ma réprobation, elle va au journaliste qui se conduit comme un flic, mais pas un vrai policier, un flic de bas étage, un provocateur. Voilà. Et ça, ce sont des procédés parfaitement ignobles. Parce que si ce qu'a dit M. Leuillet est constitutif d'un délit, alors le journaliste, entre guillemets, qui incite à la constitution il ne se livre pas à un travail d'interrogation d'une personnalité politique, il se livre à la provocation, à la commission d'un délit. Et c'est lui, en premier lieu, qui devrait être atteint. J'ajoute
J'ajoute qu'en ce qui me concerne, je suis partisan et je reste partisan de la liberté d'expression totale, y compris pour des gens dont on ne partage pas nécessairement les idées. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec le professeur Forisson, avec M. Renoir, avec M. Soral. On a même tout à fait le droit, éventuellement, de les contredire. Mais le fait, par exemple, que dans une Europe qui se dit à la pointe des droits de l'homme, ces trois personnes, un universitaire de 88 ans, un père de 7 enfants, un essayiste et polémiste, soit dans la France d'aujourd'hui condamnés à de la prison ferme, et me paraît être un véritable scandale, d'autant plus que ces lois liberticides dont on prétend leur faire application, et en l'occurrence par exemple la loi Guesso, ou ces lois censées réprimer la haine, entre guillemets, sont des lois mémorielles, en réalité totalement contre-productives. Car il est bien évident qu'à partir du moment où une vérité est mal définie d'ailleurs, est assénée, est réprimée, et que le doute ou l'expression d'une contradiction est réprimée par des sanctions pénales, cela suscite évidemment l'interrogation et la suspicion chez des gens qui sont autre chose que des gens que des moutons animés d'un conformisme bêlant. Merci Bruno Gollnisch. Merci Bruno Gollnisch. À bientôt. Je vous en prie.